Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Aujourd'hui, nous allons parler du travail des enfants au Maroc. Selon les derniers chiffres officiels, ceux du HCP, quelques 150 000 enfants âgés de 7 à 17 ans sont contraints de travailler. Un chiffre à considérer avec beaucoup de prudence parce qu'il s'agit d'un phénomène qui ne s'y limite pas aux chiffres et qui est difficile à cerner et dont l'ampleur et la complexité peut échapper aux statistiques. Qu'il s'agisse de petites bonnes, des enfants travaillant dans l'artisanat ou dans les champs, dans le monde rural, des enfants en situation de rue obligés pour survivre d'exercer toutes sortes de petits boulots souvent dangereux. Pour leur âge, le travail de cette catégorie vulnérable de la société est indéniablement une forme de violence qu'il faut combattre. De quel arsenal juridique disposons-nous pour le faire? Quelle structure pour l'application des lois et pour l'accueil de ces enfants? Quelle politique publique et programme des départements concernés pour y mettre fin ou du moins le réduire? Et quel rôle joue la société civile sur le plan de la sensibilisation mais aussi de la prise en charge de ces enfants qui viennent parfois du monde de la rue ou qui finissent parfois en situation de rue, parfois à cause justement de ce fléau, celui du travail des enfants. Pour essayer de répondre à ces questions et y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le Dr Jawad Chouaib, président de l'association Beiti, qui n'est plus à présenter et qui œuvre depuis plus d'un quart de siècle dans le domaine de la protection et de la réinsertion des enfants en situation de rue ou en situation difficile. Dr Chouaib, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, comme entrée en matière, interpellé ce lundi au Parlement sur la question de l'emploi des enfants, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences a affirmé que seuls 2% des quelques 7 millions d'enfants que compte le Maroc travaillent et la plupart seraient dans le monde rural pour soutenir leur famille. C'est très important ce mot, vous allez me dire pourquoi. Et le travail des enfants de moins de 15 ans, nous le savons, est interdit par la loi au Maroc, en principe. Les 140 000 enfants âgés de 15 à 18 ans qui travaillent sont pour la plupart, d'après toujours les propos du ministre, ils travaillent pour aider leur famille. Ces chiffres, est-ce qu'ils reflètent la réalité ou est-ce que les chiffres restent un peu secondaires par rapport à la complexité du fléau? Alors, je ne me permettrai pas. D'abord, ça ne fait pas un quart de siècle, là, vous êtes en train de me vieillir. 26 ans, ça existe depuis 26 ans. Ça fait 13 ans que je suis à l'association Beiti. Mais Beiti, c'est Beiti qui existe depuis 26 ans exactement. C'est pour la boutade, mais oui. Moi, ce qui m'interpelle surtout quand on parle en tant qu'associatif du travail des enfants, c'est pas le fait que les enfants travaillent. Pas le travail en lui-même. C'est pas le travail en lui-même. Le travail peut être quelque chose de tout à fait positif, mais même et conformément à ce que dit le Code du travail et à ce que dit l'OIT, ce sont les conditions de travail qui sont essentielles. Et ce qui est absolument condamnable, c'est d'envoyer des enfants faire des travaux qui sont extrêmement dangereux pour eux et qui ne leur rapportent rien au point de vue du développement, qui peuvent nuire à leur santé physique et santé mentale, et que même d'un point de vue, je dirais, économique, ne leur apporte rien dans la mesure où très souvent, ce n'est même pas eux qui encaissent. Deuxième chose qui me dérange dans ce qui a été présenté, donc, c'est qu'on parle de 150 000 enfants au travail, mais on ne précise pas dans les travaux dangereux. Et donc, du coup, ne dire qu'il n'y a que 2%, ça devient problématique. Parce que si c'était 2% qui travaillaient et dans de très bonnes conditions, ça me poserait beaucoup moins de problèmes. Parce que vu comme ça, on dit que ça va, 2%, c'est pas énorme. Par rapport, oui. Donc, mais quand on dit qu'ils sont dans des travaux dangereux, là, ça interpelle beaucoup plus. Oui. La deuxième des choses, mais ça, c'est lié à des catégories statistiques de l'aide familiale. Alors là, évidemment, vous allez me dire, l'aide familiale, c'est quelque chose, c'est une notion qui est plutôt positive. Quand vous dites à un auditeur ou à quelqu'un, il aide sa famille, il est bien, regardez, il est. Mais là, ce n'est pas de l'aide familiale, c'est en fait quelque chose que l'on ne veut pas voir, qui est une forme d'exploitation de l'enfant pour la famille, et qu'on légitime. On légitime culturellement, et parce qu'il y a cette filiation, mais on ne prend pas en considération cet enfant. Et on inverse la logique Vous avez dit, on sacralise la famille, toutes les familles, tous les parents ne sont pas des saints. Non, ne sont pas des saints, ne sont pas des monstres non plus. Donc il y a des contraintes, mais c'est juste pour dire que la logique voudrait que ce soit d'abord, en ce qui concerne
les familles, qu'elles sont en charge et elles ont la responsabilité, quand je dis la famille, c'est surtout les parents, de subvenir aux besoins de leurs enfants. C'est cette logique-là qui peut s'inverser plus tard. Quand on devient adulte, on peut considérer qu'on a un devoir en tant qu'adulte vis-à-vis de ses parents. Et non seulement on les aide, mais on les prend en charge. D'un point de vue moral, ça se tient. Mais de la même manière que ça se tient dans ce sens-là, il faut que ça se tienne au niveau des enfants et dans leur famille. C'est-à-dire que la première cellule dans laquelle, le premier milieu dans lequel l'enfant vit et par lequel doit être protégé, c'est la famille. Et donc, l'enfant, dans l'absolu, n'a pas à apporter d'aide à la famille, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Il n'y a pas cette obligation quand on prend les choses du point de vue de l'enfant et du point de vue des droits. Donc, c'est surtout ces deux sujets-là qui m'interpellent par rapport à ce qui vient d'être présenté. Par rapport aux propos du ministre. Après, pour les enfants qui sont autorisés par la loi à travailler à partir de 15 ans révolus, est-ce qu'il y a des inspections? Est-ce qu'il y a un contrôle? Alors, si on veut citer la loi, il faut la citer complètement. Très souvent, justement, on retrouve ça même quand on cite les religions. On dit Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours aussi mettre dans quelles conditions. Et le Code du travail, il est assez clair par rapport à ça. Il pose les conditions dans lesquelles un mineur entre 15 et 18 ans doit travailler et qui doivent être des conditions spécifiques en tous les cas qui le protègent de tout type de risque, qui le laissent travailler un certain nombre d'heures qu'il ne doit pas dépasser en fonction de sa capacité intellectuelle et physique, et donc il ne doit représenter absolument aucun risque psychosocial. Et même dans les pays où ça se fait beaucoup plus. C'est certain travail, un travail qui est rémunéré, mais dans lequel aussi, c'est un travail qui est formateur. Donc, le résultat, ou ce qui est attendu de ce travail, de cette tranche d'âge, on reste sur les enfants, n'est pas uniquement qu'il ait un revenu, mais qu'il développe ses capacités dans le monde de l'entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Et donc, la question qui se pose, et qui se pose notamment parce qu'il est considéré comme le travail domestique qu'on appelait les petites bonnes, par exemple, puisque vous parlez de l'inspection du travail. Donc déjà, l'inspection du travail de manière générale, quand on connaît le ministère du Travail et les moyens dont le ministère du Travail dispose en termes de nombre d'inspecteurs et tout ça, et qui reste très très limité, donc cette inspection du travail, en tous les cas, n'est pas présente dans un grand domaine, enfin un grand champ d'intervention qui est l'informel. Le travail informel est très très présent partout. Vous avez cité les artisans, les mines informelles, les cendrières. Il y a beaucoup de travail informel dans lequel l'inspecteur du travail, de toutes les façons, ne met pas les pieds. Par conséquent, c'est un angle mort du contrôle et de l'inspection. Et je faisais allusion à la loi sur qui est censée réguler, encadrer le travail domestique. Oui, c'était la loi 1912. 1912, on disait de manière, à l'époque, quand je dis on, c'est le Conseil économique et social, dont je suis également membre, et qui avait sorti un rapport par rapport à cela, c'était de dire que le milieu domestique particulièrement, qui est un milieu complètement fermé et dans l'absolu incontrôlable, et quand on sait que ce sont des mineurs et des fois des filles de 12 ans, 13 ans qui sont là-dedans, qu'elles n'ont aucun moyen de sortir de ce milieu, parce que déjà, elles ne sont pas chez elles ne sont même pas dans un environnement dans lequel elles ont grandi. Elles se retrouvent en quelque sorte implantées, elles sont déracinées d'un milieu à un autre, et puis elles sont carrément enfermées. Et donc, c'est une des pires formes de travail qui puisse exister, et nous insistions beaucoup pour que justement le Code du travail qui prévoit, mais dans des conditions particulières, que des jeunes, pour les appeler comme ça, entre 15 et 18 ans puissent travailler à partir de l'âge de 15 ans, que cela ne devait pas être du tout accepté dans le travail domestique, notamment pour la raison du fait que c'est absolument incontrôlable. Absolument, parce qu'on a entendu beaucoup, il y avait beaucoup de débats à un certain moment autour justement du travail domestique, d'où la loi 1912. Elle était venue mettre un cadre juridique. Mais pourquoi cette loi, justement il y a eu des campagnes de sensibilisation, on a vu des campagnes publicitaires, des campagnes de sensibilisation à la télé, des panneaux d'affichage, mais on ne voit pas d'incidence, pas vraiment. Et puis il y a
ces amendes qui accompagnent cette loi en cas d'infraction ou de violence ou, à l'égard de ces filles qui sont de 25 000 à 30 000, déjà qui sont rarement appliquées. Mais comment trouvez-vous, pour vous, comment on peut réparer un préjudice avec 25 000 ou 30 000 quand une fille a subi des sévices sexuels ou bien qu'elle a été touchée dans son intégrité physique ou quand elle a été violentée? Alors, je pense que les 25 000, parce qu'il y a plusieurs sujets que vous avez évoqués, quand il y a abus sexuels, viol, ça tombe sous le coup d'autres lois. Donc, je pense, mais de toutes les façons, il y a un problème général de la justice réparatrice, quelles que soient les victimes. En tous les cas, on peut toujours considérer que c'est insuffisant. Mais vous parliez de la sensibilisation. Je crois que le problème sur tous les sujets, c'est que nous avons tendance à réagir de manière toujours très, très épisodique, très périodique. Quand on veut faire de la sensibilisation, il faut en faire pas uniquement par des spots publicitaires à un moment donné ou de l'affichage. La sensibilisation, c'est du travail de fond, c'est du travail continu. C'est un travail qui doit se faire au plus proche des populations, c'est-à-dire vraiment au niveau de dwawars. Donc il faut qu'il y ait des relais, il faut au niveau des écoles, au niveau des autorités locales. Donc quand on veut prendre un problème vraiment à bras-le-corps, cette sensibilisation, on ne peut pas considérer qu'on l'a faite parce que pendant 2 mois ou 3 mois, on a passé un spot publicitaire. On a passé des campagnes et des affiches, oui. On oublie, hein, on passe à autre chose. Et donc je crois que c'est ça un peu le sujet. Maintenant, honnêtement, de toute façon, la seule institution qui produit réellement des chiffres, c'est le HCP. Moi, je n'ai pas de nouveaux chiffres sur la question, justement, des petites bonnes. Est-ce que le phénomène, où il en est, qu'il n'est sûrement pas éradiqué, mais est-ce qu'il a augmenté ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la mesure où, très souvent, ce phénomène, je sais, peut être aussi invisible pour beaucoup, encore une fois, parce qu'il est dans les maisons. Et donc, ce que l'on ne voit pas, on a tendance à considérer que ça n'existe pas. Et quand on le voit beaucoup, on dit waouh. Pourtant, on a le moyen, parce qu'on sait que tout peut être su et tout peut être rapporté. Il y a le mqaddam, il y a les chours. Ils savent qui vit chez qui. La bonne, quand elle va faire des courses, on sait quel âge elle a, mais ce n'est pas leur travail. Oui, c'est-à-dire que... Il faut des assistantes sociales, il faut... Si vous voulez, ces relais des autorités locales sont en mesure de collecter un certain nombre de données et d'informations. La question, justement, elle n'est pas de qu'est-ce qu'ils collectent, mais qu'est-ce qu'ils font de cette collecte, qu'est-ce qu'on leur demande d'en faire. Si demain, on leur demande de collecter des informations par rapport à tel ou tel sujet, ils le feront. Les méthodes, ils les maîtrisent très très bien. Et c'est un excellent relais de proximité. Parce qu'effectivement, ils ont une connaissance très poussée et importante, justement, même des liens. Ils ont, c'est vraiment un réseau extraordinaire. Mais maintenant, encore faut-il vouloir l'exploiter pour cela, dans ce sens-là. Mais en même temps, c'est un petit peu la discussion qu'on avait avant, c'est qu'il y a, je pense aussi, des fois une crainte. Il faut que la décision soit politique, vienne de haut. Et qu'elle soit réfléchie globalement. Est-ce qu'il y a une politique publique, des politiques publiques, des programmes en matière de protection de l'enfance? Il n'y a jamais eu de ministère ou des départements dédiés exclusivement à l'enfance, à la protection de l'enfance. À chaque gouvernement, on vient le greffer, on vient le rajouter à un ministère ou un secrétariat d'État. Oui, ben c'est déjà ça en soi. Ça peut être interprété comme allez, pour être gentil, un manque d'intérêt. Ou une ignorance, disons, ça dénote en fait que l'enfance en tant que telle n'est pas une priorité. Elle peut être une priorité sur certains sujets dans le discours, mais dans les faits, elle ne l'est pas. Donc déjà, c'est l'invisibilité de l'enfance au niveau des départements ministériels, parce que même s'il y a un département au ministère, qui s'appelle actuellement de la solidarité, de l'intégration sociale, je crois, et de la famille, l'enfant en tant que tel n'est pas visible. L'enfant n'est pas visible non plus au Parlement. Il y a un Parlement des enfants, mais le Parlement des enfants n'est pas dans le Parlement qui décide. Donc les enfants n'ont pas de voix. Les enfants, ils n'ont pas de voix. VOX. Oui. Les enfants sont absents des programmes politiques.
pouvez suivre quels que soient les partis. Moi, je n'ai pas de préférence. Oui. J'ai eu à parcourir certains programmes politiques. Je n'ai jamais vu un parti politique qui ait dit « l'enfant, c'est une priorité ». Mais ce qui est à la mode, c'est les jeunes. Alors, et c'est les jeunes. Et c'est les jeunes qu'on découvre. C'est-à-dire qu'on découvre à un moment donné, parce que les jeunes, ça fait peur. Parce que les jeunes, d'abord, ça fait peur d'un point de vue sécuritaire. Parce que les jeunes, c'est très difficilement contrôlable. Donc la jeunesse fait peur. Indépendamment, on dit on veut faire pour les jeunes, mais en fait, c'est parce qu'on en a peur politiquement, pour des raisons de sécurité. On associe les jeunes au hooliganisme, à la délinquance. Et justement, au fait qu'ils ne sont pas maîtrisés. Donc, on a peur des jeunes. Donc, les jeunes, on essaye. Ces enfants, alors là, on en parle et on oui. trouve. Mais on oublie que c'était encore hier des enfants et qu'ils le sont pour une partie encore. On les appelle jeunes parce qu'ils ont 15 ans, mais c'est encore des enfants. Et ça, on l'oublie. Et donc, si on n'a pas compris qu'on doit s'occuper de cycles de vie et non pas d'un petit bout, de la jeunesse, de la vieillesse. De la vieillesse aussi, ça se prépare. On ne devient pas vieux du jour au lendemain, on découvre pas. Donc nous, on a l'impression qu'on découvre à un moment donné des catégories. Mais quand je dis nous, il n'y a pas que nous, c'est un peu mondial tout cela. Oui. Mais je pense que remettre l'enfance au cœur des politiques publiques, quand je dis au cœur, c'est qu'il faut l'intégrer dans un ensemble de problèmes. Aujourd'hui, très souvent, quand on parle de l'enfance, ou si vous parlez à un politique, il va vous dire « Chakib Moussa, le ministère de l'Éducation nationale ». C'est là où on voit les enfants. C'est là où le mindset, le lien. Je pense que si Arnaud, s'il avait un problème avec l'enfant, c'est rien chouf, et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, s'il a un rôle très important à jouer dans le domaine de l'enfance et de l'éducation, il n'est sûrement pas le seul. Il y a d'autres choses qu'il faut réfléchir. Quand on parle, la question aussi à un moment donné qui est posée, c'est par où on commence tout ça. Ben oui. Si on s'intéresse déjà aux enfants, on s'intéresse à leur créer un environnement protecteur. Alors c'est quoi un environnement protecteur? L'enfant, il est dans deux endroits. Il est chez lui ou il est à l'école. Et quand il est ni là ni là, il est dans la rue. Alors, soit il est dans un espace public sécurisé, et à ce moment-là, ça renvoie à toute la politique de l'urbanisation, ça renvoie à la conception des quartiers. Si vous faites des quartiers, comme on fait maintenant dans le périurbain, où votre préoccupation politique, c'est de créer du logement. C'est des dortoirs. Et en oubliant la fonction de l'urbanisme, la fonction sociale du quartier, créer des quartiers dans lesquels il y a des familles qui grandissent ensemble, plutôt que de créer des ghettos. Donc tout ça, si c'est pas tout ça, a un impact à un moment donné sur les enfants. Un quartier, c'est pas uniquement un endroit pour dormir. Il faut qu'il y ait des activités, surtout pour les enfants, qui soient dans un cadre sécurisé. Quand on parle de l'enfance, on parle de la santé. Aujourd'hui, imaginez-vous, alors je vous en parle maintenant pas en tant qu'associatif, en tant que médecin. C'est terrible ce que l'on vit, en tout cas en tant que médecin, quand on fait son métier par amour et qu'on a une bienveillance importante vis-à-vis des enfants. Vous avez un enfant malade ou blessé, il est bien sûr ramené par quelqu'un, son père, sa mère. Eh bien, ce qui va déterminer si, en admettant que vous ayez les compétences et que vous ayez tout, d'accord? Donc vous êtes en capacité de le soigner. Eh bien, vous ne pourrez pas le soigner si son père, sa mère ou celui qui l'accompagne n'a pas les moyens. Donc, il y a une discrimination flagrante par l'argent du soin et de l'accès à la santé. Oui. Mais là, on revient au système de santé. Et c'est pour vous dire tout simplement, et je boucle la boucle. On parlait de politique publique. Il y a une politique publique intégrée, une fameuse PIP, politique intégrée de la protection de l'enfance, qui a été élaborée en 2013, qui tient compte justement de cette transversalité de la protection. Cette transversalité, c'est ce qui pose problème. Tout ce qui est transversal pose un problème en termes de gouvernance. Et le ministère du Développement social est chargé de faire de la coordination. Sauf que la question qui se pose, est-ce qu'un ministère de cette taille a autorité auprès d'autres ministères dont on connaît le poids, a cette possibilité, quand même il en a la volonté, de ramener les gens autour d'une table,
d'imposer des visions, de demander au ministère des Finances des comptes, de demander au ministère de la... Je ne pense pas, parce qu'il y a une hiérarchie. Un budget minuscule et il n'a pas de poids. Et puis, il y a une hiérarchie des autorités au sein du ministère. Bien sûr, donc ça doit être une question... Donc voilà, il y a une politique publique, mais alors, souvent, on lie le problème, parce qu'on parle du travail des enfants, à la scolarisation. Le problème n'est pas tellement la scolarisation, parce que quand on voit le taux, on est bon élève plutôt au Maroc, mais c'est le décrochage, c'est la déperdition scolaire pour les filles, beaucoup, quand elles arrivent au cycle secondaire, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'elles doivent aller s'éloigner de chez elles pour être dans un lycée, la mentalité des parents qui refusent. C'est surtout la déperdition et le décrochage qui ont été, encore le gap, il est devenu plus grand après le Covid. Donc, ce n'est pas tellement la scolarisation. On dit, est-ce que la scolarisation peut être une solution? C'est la poursuite de la scolarisation. C'est-à-dire la scolarisation en termes de chiffres, je pense qu'elle est dans les 97-98% au niveau du primaire, mais c'est après, justement, il faut aller plus loin. Oui. Alors, je ne veux même pas rentrer dans les considérations d'aujourd'hui, quel est le niveau que l'on a quand on a terminé le primaire, ni rentrer dans ces considérations-là. Donc, le vrai sujet, en fait, c'est que la scolarisation en termes de durée ne s'inscrit pas dans la durée pour arriver jusqu'au bac ou pour arriver jusqu'à la formation professionnelle. Je pense c'est là où le ministère de l'Éducation nationale doit avoir des objectifs, et je pense qu'il les a, de se dire que l'objectif n'est pas de faire de tout le monde des universitaires, parce que ça, c'est pas possible. Il y a d'autres pays européens qui ont réfléchi autrement pour insérer très rapidement, mais de manière très, très progressive. Je parle de la Suisse, donc je parle de gens qui ont un niveau important, ou des élèves de 12 ans, ben, ils vont aller travailler. Mais ils vont aller travailler combien? Ils vont aller travailler 15 jours pendant les vacances dans une société X, tu vois, et on ne va pas leur dire tu vas prendre le sac de 50 kilos et tu vas l'emmener là. Non, on est là, on est bienveillant. Et d'abord, il côtoie le monde du travail, il le découvre. Il peut être dans une industrie qu'il va aimer, qu'il ne va pas aimer. Et puis, l'année qui suit, il va peut-être y retourner ou pas retourner, ou il ira dans une autre. Donc, il est à la découverte progressive. Il passe de son cocon, de son mode famille-école, au monde du travail. Donc, il est préparé au monde du travail. Il peut le découvrir à 30 ans, à 35 ans. Il est en contact avec des adultes, mais dans un cadre protecteur et protégé. C'est pas un artisan X qu'on connaît ni d'Adam. Et donc, tout ce process, je veux dire, doit être revu, mais la déperdition scolaire qui touche particulièrement les filles pour des raisons socio-culturelles que nous avons évoquées, c'est ça le vrai sujet, parce qu'en tout cas, il est certain que l'école, en tous les cas, devrait être poursuivie jusqu'à ce qu'on appelle au moins à l'époque le brevet ou quelque chose comme ça, au moins pour acquérir un minimum de connaissances en termes de lecture et d'écriture. On a presque fini parce que le temps, on a débordé, mais on n'a pas encore... Juste une dernière chose sur Beiti, parce que je sais que vous œuvrez pour la protection des enfants en situation difficile, en situation des rues, et je vous avais posé tout à l'heure la question, est-ce que le travail des enfants peut des fois être la porte vers la rue? Je dirais que ce n'est pas la principale. C'est pas la principale. Pour répondre comme ça très rapidement à votre question, ce n'est pas la principale. Si les enfants sont dans la rue, c'est parce qu'ils connaissent des grands problèmes, en général intrafamiliaux. Ils sont victimes de violences qu'elles soient physiques, sexuelles ou autres, bien que ce soit dans la famille. Mais quand on dit la famille, ça peut être pas forcément le père ou la mère, ça peut être aussi une famille élargie. Donc il y a tous ces sujets-là qui jouent un rôle. Ces enfants ne vont pas dans la rue par choix. C'est toujours une nécessité pour échapper à une dure réalité, qui est souvent la violence dans toutes ses formes. Est-ce qu'aujourd'hui on fait porter à la société civile un fardeau plus lourd que ce qu'elle peut porter? Parce que maintenant, la société civile, on a l'impression qu'on lui a passé la patate chaude. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression des fois... La protection de l'enfance. Oui, on a souvent l'impression que l'État attend que la société civile se substitue à l'État sur un certain nombre de choses, ce qui n'est tout à fait pas possible. La société civile, elle a un rôle à jouer de laboratoire, d'aiguillon, d'innovation. Elle a peut-être des méthodes qu'elle peut développer, donc elle a une certaine liberté par rapport à ça, mais la responsabilité principale, elle ne peut pas la porter par rapport à la protection de l'enfance de sa globalité.
Merci beaucoup, docteur Jawad Chouaib. Je rappelle que vous êtes président, entre autres, de l'association Beiti. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.